D'abord, je voudrais remercier les organisateurs, organisatrices, Elisabeth et Marguerite. Merci beaucoup de m'inviter une nouvelle fois à participer. Comme tu l'as dit, c'est la 3e édition. Alors c'est vrai que les 2 premières éditions portaient plutôt sur la maladie de Huntington. Là, le champ s'étend aux maladies neurodégénératives. Alors c'est vrai que moi je suis un psychiatre un peu particulier puisque depuis 2006, à la faveur de ma participation à la consultation de dépistage présymptomatique, je me suis un petit peu spécialisé dans la maladie de Huntington et depuis 2013, j'ai même une consultation hebdomadaire, donc je consacre une demi-journée de mon temps à la maladie de Huntington, que ce soit pour le dépistage présymptomatique ou la prise en charge. Je ne suis pas psychiatre de liaison en neurologie, même si j'ai fait beaucoup d'urgences et de liaisons, que je continue à faire pas mal de psychiatrie d'urgence. Donc j'ai été amené à croiser la route de nombreux patients atteints de maladies neurodégénératives, mais je ne suis pas, à proprement parler, un spécialiste de toutes les maladies neurodégénératives. Donc je ne vais pas vous faire un catalogue de tous les troubles psychiatriques et de leur prise en charge dans toutes les maladies neurodégénératives, parce que ce serait beaucoup trop long et ce n'est pas forcément ma spécialité. Donc je vais vous donner les grands principes sur les maladies neurodégénératives, sur les troubles psychiatriques dans ces maladies et leur prise en charge. Et je m'appuierai beaucoup sur l'exemple de la maladie de Huntington, dont je vais beaucoup vous parler. Et il y a pas mal de choses qui peuvent être extrapolées à d'autres troubles. Par contre, comment je peux passer ? Ouais, on va mettre la diapositive suivante. Problème technique. J'ai pas de... L'ordinateur est dans la salle, vous avez une zapette infrarouge en fait. Sur votre droite ? Sur votre droite, il y a une zapette qui est posée à côté de l'ordinateur. Super. Alors ça, je me suis déjà présenté. Alors, des grands principes sur les maladies neurodégénératives. Donc les maladies neurodégénératives, en fait, c'est le terme maladie neurodégénérative, c'est un terme très générique qui finalement regroupe des maladies qui sont très variées, très diverses dans leur expression clinique, dans leur évolution, dans leur physiopathologie, mais qui ont été regroupées finalement par rapport à un processus physiopathologique, qui est un processus de dégénérescence neuronale. Donc la dégénérescence neuronale, ça va impliquer une destruction progressive des neurones et une perte de fonction au pluriel, associée à ce processus dégénératif. Ça va impliquer donc une évolutivité des lésions neuronales, avec, dans la majorité des cas, une aggravation progressive de la symptomatologie avec le temps, même s'il peut y avoir des périodes d'accalmie dans l'évolution, il peut y avoir des régressions momentanées de certains symptômes. Mais l'évolution naturelle des maladies neurodégénératives, c'est donc la dégénérescence neuronale progressive et une évolutivité des lésions neuronales et donc du tableau clinique. Alors les symptômes qui résultent de cette perte neuronale progressive vont pouvoir toucher, en fait, j'ai mis la globalité du sujet, dans ce qu'il a de plus intime. Tout d'abord, ça va pouvoir toucher la motricité, l'équilibre, la déglutition, l'élocution, on verra, c'est le cas dans la maladie de Huntington, mais surtout la sphère cognitive, le langage, l'attention, les différentes formes de mémoire, c'est pour ça que j'ai mis au pluriel, les fonctions exécutives, la cognition sociale, c'est-à-dire en fait l'ensemble de la cognition. Ça va toucher également le comportement, avec dans la plupart des maladies neurodégénératives, des troubles du comportement, des troubles de l'humeur, de la personnalité, et c'est à ce titre-là, en tant que psychiatre, qu'on va souvent être amené à rencontrer les patients quand il y a des troubles des comportements, quand il y a des syndromes dépressifs, des idées suicidaires ou des troubles de la personnalité. Les maladies neurodégénératives vont altérer la capacité du sujet, plus ou moins, à percevoir ces troubles, et donc à demander de l'aide ou à accepter l'aide qui lui est proposée par l'entourage soignant, l'entourage familial. On en reparlera tout à l'heure, c'est la question de l'anosognosie ou de la conscience du trouble. Et puis les maladies neurodégénératives vont, dans leur grande majorité, perturber le rapport du sujet à lui-même et aux autres, ce qui fait son identité, sa conscience de soi
et les capacités relationnelles avec son entourage. Donc c'est vraiment une atteinte globale du sujet. Alors les maladies neurodégénératives, c'est un terme qui regroupe de nombreuses maladies, je ne les ai pas toutes citées, avec, comme je vous l'ai dit, des présentations cliniques très, très variées, au premier rang desquelles la maladie d'Alzheimer, qui est la plus fréquente, je pense, des maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, la démence à corps de Lewy, les démences frontotemporales, les démences vasculaires, la SLA, sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Huntington, etc. Alors, les étiologies sont très diverses, elles ne sont pas toujours connues, pas toujours identifiées, et les pistes, les hypothèses, il y a des hypothèses génétiques, alors c'est le cas avec la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative d'origine génétique. Toutes ne le sont pas, il peut y avoir des formes de maladies d'Alzheimer génétiques qui sont décrites, liées à certaines mutations, des formes de SLA génétiques. On découvre, j'allais dire presque chaque jour, de nouvelles étiologies génétiques. En tout cas, il y a des hypothèses génétiques, toxiques, environnementales, etc. Alors, les maladies neurodégénératives, il y a neuro dedans. Et moi, je suis psychiatre. Alors, la question qui se pose souvent, c'est une question qui peut paraître anodine, mais qui est très importante pour la prise en charge des patients, c'est est-ce que ces maladies, ce sont des maladies neurologiques? Est-ce que ce sont des maladies psychiatriques? Est-ce que ce sont des maladies neuropsychiatriques? Il fut un temps où la psychiatrie et la neuro étaient reliées, on formait des neuropsychiatres, c'est plus le cas depuis longtemps. On forme d'un côté des psychiatres qui s'occupent du psychisme et de l'esprit, et souvent se désintéressent de tout ce qui est lésionnel organique, au profit des neurologues qui, eux, parfois sont en difficulté avec tout ce qui est psychique, idéation suicidaire, troubles du comportement. Donc c'est assez important. Je vous mettais dans une médecine moderne qui est organisée en spécialités d'organes. Les cardiologues s'occupent du cœur, les hépatos s'occupent du foie, les neurologues s'occupent des neurones, des nerfs, les psychiatres s'occupent du psychisme, parfois sans lien avec le corps, enfin délié du corps pour certains psychiatres. C'est pas ma position, vous comprendrez. En tout cas, c'est une question cruciale au cours de l'évolution de ces maladies qui va influer l'orientation et la prise en charge des patients. Puisque les hôpitaux, notamment les services de soins, sont structurés encore selon les spécialités médicales. Alors les psychiatres sont souvent mal formés à la clinique de ces maladies qu'ils ne rencontrent pas de manière très fréquente, et beaucoup les considèrent comme des maladies neurologiques, comme je vous disais, du fait du côté atteinte lésionnelle, atteinte organique, qui du coup ne les concernerait plus. Les neurologues, les gériatres, les médecins généralistes vont faire appel aux psychiatres et aux services de psychiatrie dès que les questions du risque suicidaire et des troubles du comportement, notamment si c'est des troubles du comportement graves, vont se poser. Je vous rappelle que la psychiatrie, c'est le seul lieu à l'hôpital, enfin les services de psychiatrie de secteur, où on peut hospitaliser un patient sous contrainte pour des troubles normalement psychiatriques, mais parfois un peu neuropsychiatriques, pour des troubles du comportement graves. En revanche, les services de psychiatrie de secteur, qui sont les seuls à même d'accueillir des patients sous contrainte, ne sont pas du tout des lieux qui sont prévus ou adaptés pour des maladies neurodégénératives. C'est des lieux qui sont prévus essentiellement pour des patients schizophrènes, bipolaires graves, troubles de la personnalité graves, mais les équipes ne sont pas formées, les lieux ne sont pas adaptés et les soins ne sont pas adaptés à ces patients-là. D'un autre côté, les services de neurologie, de gériatrie, alors à plus forte raison les services de post-urgence où souvent ces patients arrivent dans l'urgence et restent parfois coincés faute d'orientation, ça c'est quelque chose que j'ai vu très souvent dans ma pratique. Ces services ne sont pas du tout organisés pour pouvoir prendre en charge des patients qui ont des troubles du comportement, ce qui est un petit peu particulier, puisqu'il y a beaucoup de maladies neurologiques ou de troubles liés à l'âge qui entraînent des troubles du comportement. Donc il y a certaines unités cognitivo-comportementales, certains services, mais on manque cruellement de lieux de soins où il pourrait y avoir une prise en charge multidisciplinaire, où il pourrait y avoir des neurologues, des psychiatres, des gériatres, etc. Je parle de gériatres parce que beaucoup de maladies neurodégénératives s'aggravent avec l'âge, mais il y a des maladies neurodégénératives qui commencent bien avant l'âge de la gériatrie. Alors là, pour la prise en charge de ces patients, c'est encore plus complexe. Alors, des grands principes sur la prise en charge des maladies neurodégénératives, à partir de mon expérience, je vais peut-être dire des bêtises, vous pouvez me corriger, à partir de mon expérience de psychiatre qui connaît très bien la maladie de Huntington et qui a beaucoup été dans les services d'urgence et de liaison, donc y compris en neurologie. Selon moi, la prise en charge de ces maladies, elle est nécessairement multidisciplinaire à l'intérieur de la médecine et même pluriprofessionnelle, c'est-à-dire bien au-delà de la médecine et même des soignants. Il y a évidemment l'importance de la prise en charge médicale, neurologue au premier plan,
médecin généraliste, gériatre, gérontopsychiatre, psychiatre, la prise en charge paramédicale, les infirmiers à domicile, à l'hôpital, les aides-soignants. La prise en charge très importante, notamment dans la maladie de Huntington, c'est la prise en charge kiné. L'orthophonie aussi, qui est très importante dans cette maladie, mais aussi dans beaucoup d'autres maladies neurodégénératives, à la fois pour l'élocution, le langage, la déglutition, mais aussi pour les fonctions neuropsychologiques. Les ergothérapeutes pour adapter l'environnement, ça c'est hyper important. Toute la prise en charge psychologique, que ce soit des psychologues cliniciens pour prendre en charge plutôt la souffrance des patients, des familles, des aidants. Les neuropsychologues qui vont aider à caractériser les troubles, l'évolution, faire des bilans, ce qui va permettre aussi de savoir un peu où les patients en sont, de leur capacité à faire ou ne pas faire des choses. Ça va être très important pour la prise en charge, ça va être important pour les patients, mais aussi pour les familles. Toute la prise en charge sociale, ça c'est hyper important, avec les assistantes sociales, toutes les structures médico-sociales, les SAVS, les SAMSA, etc. Et puis tous les intervenants autour des patients, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, qui parfois ont un rôle hyper important dans la prise en charge des patients. Et moi, ça m'est souvent arrivé de faire des petites formations pour des auxiliaires ou des services ou dans des EHPAD ou des lieux d'accueil de patients Huntington, parce que c'est hyper important dans la prise en charge que les aidants, les soignants comprennent la maladie. Alors, je n'oublie pas, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai mis même à part pour insister, les familles et les aidants familiaux, qu'il faut soutenir aussi, ça je le dirai souvent, c'est-à-dire que c'est bien de soutenir le patient, mais l'évolution de la maladie et l'avenir du patient dépend aussi beaucoup de la capacité de la famille à tenir le coup, donc c'est très très important de ne pas oublier les familles et les aidants familiaux. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la prise en charge des maladies neurodégénératives, ces maladies étant évolutives, il va falloir que la prise en charge évolue avec la symptomatologie. On ne va pas traiter une maladie neurodégénérative à un stade précoce comme une maladie neurodégénérative à un stade tardif, parce que les symptômes ne seront pas les mêmes, les capacités du sujet au niveau cognitif, moteur ne seront pas les mêmes. Il y a des choses qu'on pourra faire en début de prise en charge, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire en fin de prise en charge dans beaucoup de maladies. Par exemple, la prise en charge psychothérapeutique, qui nécessite quand même une certaine conscience du sujet, des capacités relationnelles et cognitives importantes. Dans beaucoup de maladies, et c'est vraiment le cas dans la maladie de Huntington, on pourra la faire dans les phases présymptomatiques, chez des sujets qui connaissent la présence de la mutation chez eux. On pourra le faire au début de la maladie, mais assez rapidement, vu les troubles de l'élocution et les fonctions cognitives qui vont être assez détériorées, ça va être difficile, et la prise en charge, en tout cas psychiatrique, se reposera plus sur une prise en charge médicamenteuse parfois, et aussi sur une prise en charge psychothérapeutique de la famille et de l'environnement. C'est aussi le cas, par exemple, de l'usage des médicaments psychotropes, et j'en reparlerai tout à l'heure. Il faut vraiment faire évoluer la prise en charge au fur et à mesure de la maladie, puisque un traitement qui peut être adapté à un moment ne le sera plus, parfois quelques mois après. Il y a des troubles qui peuvent être passagers dans l'évolution des maladies neurodégénératives, une dépression, de l'angoisse, de l'agitation. Et si vous mettez des traitements sédatifs à ce moment-là qui peuvent être indiqués pour calmer l'angoisse et calmer l'agitation, et que les troubles se résorbent ensuite, le patient il va être trop sédaté, et ce ne sera pas du tout bon pour sa qualité de vie et sa capacité à entrer en relation avec les autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui est adapté à un stade de la maladie peut et souvent ne l'est plus au stade suivant. Donc il faut réévaluer sans cesse la prise en charge, et je pense que c'est valable pour tout, c'est valable pour les aides, c'est valable pour les traitements, c'est valable pour les aides à domicile, etc. Alors la prise en charge va nécessiter la mise en place de soins et d'aides souvent à domicile, au moins une partie de l'évolution de la maladie, mais aussi la mobilisation de structures de soins qui ne sont pas toujours adaptées. J'ai parlé des services hospitaliers. En psychiatrie, on hospitalise. Moi, ça m'arrivait souvent d'hospitaliser des patients qui avaient des maladies neurodégénératives avec des épisodes dépressifs dans des cliniques psychiatriques. En fait, ça a été souvent très compliqué parce que le cadre de l'organisation ne s'adapte pas aux patients, et les patients ne sont plus en capacité de s'adapter pour les horaires, pour les règles, pour tout un tas de choses. Et souvent, quand l'évolution de la maladie est importante, c'est très difficile d'hospitaliser un patient en clinique psychiatrique, ou alors il faut vraiment une équipe très souple qui connaît un peu la maladie, qui a été sensibilisée à la maladie parce qu'il y a déjà eu des précédents. Donc moi, j'ai développé quelques relations avec certaines cliniques où je sais que les psychiatres ont une oreille particulière pour les maladies, mais sinon c'est assez compliqué.
Et puis toutes les autres structures de soins qui peuvent être plus adaptées. Alors, comme je vous le disais, moi je suis surtout spécialisé sur la maladie de Huntington, donc je vais m'appuyer sur l'exemple de cette maladie, en essayant de ne pas trop prendre de temps, mais si vous avez des questions à certains moments. 4 à distance. On fait tout après les questions à la fin? Ouais, donc il faut que j'essaye de laisser au moins 5 minutes. Je vais essayer de ne pas être trop bavard. J'essaierai. Alors, la maladie de Huntington, je vais passer vite sur les généralités. C'est une maladie génétique, donc c'est une maladie neurodégénérative dont on connaît l'étiologie. L'étiologie est génétique. La transmission se fait de manière autosomique dominante avec une pénétrance complète. Alors, je vous explique, c'est-à-dire autosomique, ça veut dire que ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Dominante, ça veut dire que si vous avez la mutation, vous exprimerez la maladie. Ça ne saute pas de génération. Il peut même y avoir une amplification de la mutation d'une génération à une autre avec une maladie qui va être parfois plus sévère et plus précoce, notamment, enfin surtout, essentiellement en cas de transmission paternelle, mais ça je ne m'arrête pas là-dessus. Et la pénétrance complète, ça veut dire que si vous avez la mutation, vous exprimerez la maladie, sous une forme ou une autre, à un âge ou à un autre. Mais la maladie s'exprime toujours quand la mutation est présente. C'est une maladie neurodégénérative à triplet répété, comme beaucoup d'autres maladies, mais ça, c'est pas le plus important. C'est une maladie assez fréquente parmi les maladies rares, qui touche environ un sujet sur 10 000, donc ce n'est pas rien. Alors moi, en tant que psychiatre, j'en vois beaucoup, puisque je me suis spécialisé, mais quand même, au cours de la carrière d'un psychiatre, surtout si on travaille à l'hôpital psychiatrique, c'est pas rare du tout qu'on croise des patients atteints de la maladie de Huntington ou d'autres maladies neurodégénératives. C'est clair. Alors, on l'appelait aussi la chorée de Huntington. Je vais plutôt utiliser le terme maladie de Huntington ou MH. Et la chorée, c'est lié aux mouvements choréiques qui sont un des symptômes de la maladie, le plus visible et le plus connu. Mais il y a d'autres formes de chorée qui ne sont pas d'origine génétique et qui ne sont pas la maladie de Huntington. C'était la maladie anciennement appelée danse de Saint-Guy. Ouais. Autosomique, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ça touche aussi bien les hommes que les femmes. C'est pas lié aux chromosomes sexuels. Excusez-moi, pour intervenir, vous appuyez sur le petit bouton où c'est marqué « Explique » et comme ça, tout le monde peut vous entendre. Excusez-moi, moi j'avais une question. Vous disiez que si on est porteur de la maladie, obligatoirement elle s'exprime. De la mutation. La mutation, obligatoirement elle s'exprime. Ouais. D'accord. C'est la pénétrance complète. Certaines mutations n'ont pas une pénétrance complète et ne vont pas forcément donner lieu à une maladie. Mais dans la maladie d'Huntington, quand il y a la mutation... Et ça ne peut pas sauter une génération. Par exemple, si les enfants ne sont pas porteurs, la personne, par exemple le père est porteur, les enfants ne sont pas porteurs, est-ce que les petits-enfants pourraient être... Non, ok. Non. Alors, quand on fait le dépistage et qu'on trouve un sujet non porteur, ses enfants et sa descendance sont tranquilles, entre guillemets. Oui, dominant, ça veut dire de génération en génération avec 50% de risque. Autosomique, ça veut dire que ça atteint aussi bien les hommes que les femmes. Et à pénétrance complète, ça veut dire que la maladie s'exprime forcément lorsque la mutation est là. Néanmoins, ça saute pas de génération, sauf dans le cas où le parent est porteur de ce qu'on appelle une prémutation, une zone grise, c'est-à-dire une mutation. La mutation, c'est un gène qui est trop long, c'est une expansion de triplet. Et l'expansion de triplet est plus ou moins importante. Mais il y a des zones limites, qu'on appelle les zones grises, où les personnes sont porteurs d'une expansion qui va être instable au fil des générations, mais ne sont pas elles-mêmes atteintes, ne vont pas exprimer de symptômes. À la génération suivante, par contre, l'expansion peut s'amplifier et la maladie peut être présente. Donc c'est peut-être ça le saut de génération, encore qu'au fil des générations, la mutation a tendance à s'amplifier. Donc si un grand-père est porteur d'une mutation, il y a quand même peu de chances, malheureusement, que le père soit porteur ou la mère soit porteuse d'une prémutation qui a régressé. Voilà.
on rentre dans des mécanismes un peu complexes au niveau génétique. Bon, mais retenez plutôt que ça ne saute pas de génération. Voilà, en règle générale, ça ne saute pas de génération quand même. Alors, la maladie de Huntington, l'atteinte neuronale, elle va prédominer sur les noyaux gris centraux, mais elle va, lorsque la maladie progresse, toucher potentiellement l'ensemble du cerveau et notamment le cortex. Et donc, ce sont des parties du cerveau qui vont aider à contrôler les mouvements du corps, d'où les symptômes moteurs, les émotions, la pensée, le comportement, la perception du monde extérieur. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'atteinte de la globalité du sujet. La symptomatologie de la maladie de Huntington, mais je pense qu'on pourrait la transposer à bien d'autres maladies neurodégénératives. Il y a les troubles neurologiques moteurs, qui sont les symptômes les plus visibles, et souvent c'est quand les troubles moteurs apparaissent qu'on dit que la maladie démarre. Mais ce n'est pas forcément les troubles moteurs qui vont entraîner le plus de difficultés pour le patient. Il y a 2 autres types de troubles qui vont entraîner et altérer la qualité de vie de manière très importante. Ce sont les troubles cognitifs et les troubles psychiatriques ou d'allure psychiatrique. Parce que sous le terme psychiatrique, quand on parle de maladies neurodégénératives, parfois on met des troubles du comportement, ce que les psychiatres ne considèrent pas forcément comme psychiatrique. Pour les psychiatres, ce qui est psychiatrique, ça va être la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire. Les troubles du comportement dans une maladie neurodégénérative, ça va être un symptôme d'une maladie neurodégénérative, ça ne va pas être forcément un trouble psychiatrique. Donc c'est là où parfois on a du mal à s'entendre, y compris chez les psychiatres, mais ce n'est pas très grave. Alors les symptômes dans la maladie de Huntington apparaissent généralement, c'est très général, vers l'âge de 30-40 ans, ils sont progressivement évolutifs, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, c'est général, il peut y avoir des formes plus précoces, il peut y avoir des formes bien plus tardives, il peut même y avoir des formes juvéniles chez l'enfant, qui ont des formes un peu différentes. Globalement, la taille de la mutation influe sur l'âge de début et la sévérité, mais ce n'est pas complètement linéaire. À ce jour, il n'y a aucun traitement curatif, ni même aucun traitement qui est susceptible de ralentir l'évolution de la maladie, ce qui est le cas aussi pour de nombreuses autres maladies neurodégénératives. Ce qui est un peu particulier pour la maladie d'Huntington, c'est que c'est une maladie génétique, et les sujets qui ont des antécédents familiaux peuvent connaître, bien avant l'apparition de la maladie, leur statut génétique vis-à-vis de la mutation. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la consultation qu'on fait à la Croix-Rousse de dépistage pré-symptomatique, où on va accompagner des patients dans la découverte d'une partie de leur patrimoine génétique et avec des informations sur leur avenir qui vont pouvoir peser lourd sur leur vie et sur les décisions, leurs choix, etc. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère, qui est avec des recommandations éthiques de bonnes pratiques qu'on essaye de suivre au mieux à la Croix-Rousse. Excusez-moi, vous parlez de mutation génétique. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le domaine médical, mais du coup, à un moment donné, j'avais entendu parler de cette maladie au niveau d'une répétition de séquences dans l'ADN. C'est ça, la mutation génétique ? C'est ça. En fait, une mutation, ça va être une modification du code génétique. Là, pour cette maladie, ce n'est pas une partie qui va être remplacée par une autre, c'est un motif qui va être répété, c'est ce dont parlait Elisabeth Olagnon, un certain nombre de fois, et à partir d'un certain nombre de répétitions, si le nombre de répétitions dépasse un certain seuil, le gène va être dit muté. Et c'est ça qui va entraîner la maladie. C'est pour ça qu'il y a Elisabeth Olagnon parlait de formes de prémutation, où le nombre de répétitions est limite, ça ne va pas entraîner de maladie, par contre ça va être instable, et à la génération d'après, voire celle d'après, il pourrait y avoir une maladie. Mais ce n'est pas réellement un saut de génération, dans la mesure où la personne qui porte l'allèle instable ne va pas développer de symptômes. Alors, par contre, on est dans une situation particulière, puisqu'on peut identifier le gène chez un sujet majeur, mais on ne peut pas traiter, et on ne peut pas même ralentir l'évolution de la maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre en charge ni soigner, ni prendre soin des patients. Il y a énormément de traitements qui améliorent la qualité de vie, qui améliorent les symptômes. Donc on peut soigner la maladie, on ne peut pas la guérir. Mais du coup, nous sommes dans une position un peu particulière où on peut connaître la mutation qui va donner la maladie très tôt dans la vie des sujets, mais on n'a pas de moyen d'arrêter la maladie ou de la ralentir. C'est pour ça qu'on ne fait pas le test prédictif pour savoir si on a la mutation à la légère chez les sujets. C'est pour ça qu'on fait ça chez des sujets majeurs. Alors, les troubles moteurs de l'AMH, je passe très vite. Il y a des troubles de l'équilibre, il y a les perturbations des mouvements volontaires et puis des mouvements involontaires, les mouvements choréiques. Il y a aussi des troubles de l'élocution et des troubles de la déglutition. Les troubles de la déglutition, c'est, je pense, présent dans d'autres pathologies neurodégénératives. Ça va avoir un impact sur la qualité de vie, mais aussi parfois sur le pronostic vital.
Et les troubles de l'élocution, qui peuvent être parfois assez précoces dans la maladie de Huntington, ça va avoir un impact très important sur la capacité relationnelle, sur la capacité à rentrer en lien avec les autres, à exprimer ses émotions, à exprimer sa souffrance, à demander de l'aide. Alors, quand on a l'habitude, on arrive à comprendre encore les patients, même dans des stades très avancés, notamment les familles souvent sont passées maîtres dans l'art de comprendre leurs patients. Mais c'est vrai que pour un soignant ou un aidant, c'est parfois extrêmement compliqué de comprendre certains patients, et du coup, pour évaluer la souffrance, évaluer le besoin d'aide, la demande d'aide, ça va compliquer fortement les choses, surtout en association aux troubles cognitifs. Alors, la maladie de Huntington, elle va évoluer sur plusieurs années, voire dizaines d'années, vers une perte d'autonomie majeure avec une grabbatisation. Et sur la fin de l'évolution, les mouvements choréiques peuvent régresser et laisser place à plutôt un ralentissement global du sujet. Alors, les troubles cognitifs dans la maladie de Huntington, là encore, c'est des choses qui peuvent être extrapolées à d'autres maladies neurodégénératives. Il y a une grande variété de troubles cognitifs au cours de la maladie de Huntington. Ça va toucher certaines formes de mémoire. Alors, ça ne sera pas comme la maladie d'Alzheimer, ce ne sera pas la mémoire autobiographique déclarative, c'est-à-dire vos souvenirs, qui vous êtes, le visage de vos proches, etc. Ça va plus toucher notamment la mémoire de travail, la capacité à faire de nouveaux apprentissages, à récupérer certaines données stockées. Ça va toucher les fonctions exécutives, et ça, c'est des fonctions qui sont très importantes dans la planification, l'organisation, l'inhibition de certains comportements ou de certaines pensées, ce qui va devenir difficile chez les patients. Et en gros, il faut comprendre que les troubles cognitifs sont intimement liés aux troubles du comportement. C'est-à-dire que s'il y a certains troubles du comportement, qu'on va qualifier parfois de troubles psychiatriques, c'est parce qu'il y a des troubles cognitifs qui les sous-tendent. C'est-à-dire que l'incapacité à inhiber certains comportements, on peut imaginer que c'est ça qui est en lien avec l'impulsivité, l'irritabilité et certains accès de colère ou de violence qu'il peut y avoir parfois chez certains patients. Alors, on estime que ces troubles cognitifs peuvent apparaître à un niveau parfois infraclinique, c'est-à-dire qu'on les perçoit pas, jusqu'à 10 ou 15 ans avant l'apparition des troubles moteurs. Donc c'est des signes qui peuvent évoluer à bas bruit, qui peuvent passer inaperçus, d'autant plus qu'initialement, le sujet va pouvoir compenser la perte par plus d'efforts, plus d'attention. Et ça va entraîner une plainte très récurrente dans la maladie de Huntington, c'est la fatigue. C'est-à-dire que le sujet va être plus lent et il va se plaindre en permanence de fatigue pour des choses qui avant ne le fatiguaient pas. Et une fatigue plutôt psychique, c'est une fatigue qui ne passe pas vraiment avec le sommeil. Donc les troubles cognitifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, associés aux troubles psychiatriques et aux troubles du comportement, auraient un impact, enfin c'est ce qui est démontré très souvent, et moi c'est ce que j'ai souvent constaté dans ma pratique, beaucoup plus négatif sur le fonctionnement global du sujet que les troubles moteurs. C'est un patient, ça arrive, qui a essentiellement des troubles moteurs et qui a peu de troubles cognitifs et peu, voire pas de troubles du comportement, parce que les troubles du comportement ne sont pas complètement systématiques dans la maladie de Huntington, ils sont fréquents, mais ils ne sont pas systématiques. De la même manière, les troubles cognitifs sont parfois très présents et très vite importants chez certains sujets qui sont très handicapés. Et moi, je suis des patients qui ont 65, 70 ans et qui n'ont pas de troubles cognitifs majeurs avec lesquels on peut discuter. Alors, il faut prendre le temps parce qu'ils ont des difficultés d'élocution, la pensée est plus lente, mais il n'y a pas de troubles cognitifs majeurs. La nécessité d'un placement en institution, l'isolement, les séparations avec la famille, etc., sont plus fréquemment liées à l'importance des troubles cognitifs et comportementaux plutôt qu'à l'intensité des symptômes moteurs. Alors ça, je vous en ai déjà un peu parlé, troubles de la mémoire, ou plutôt de certaines formes de mémoire, troubles de la reconnaissance de l'expression faciale des émotions, ça je vous en parlais tout à l'heure dans la cognition sociale. La maladie de Huntington n'est pas la seule où la cognition sociale va être altérée. Mais ça, c'est important à comprendre pour l'entourage, pour les aidants, pour la famille. Le patient peut avoir du mal. On a dans notre cerveau des programmes pour reconnaître sur le visage de l'autre les émotions, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère, et de manière très 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 précise. Un petit changement dans l'orientation d'une ride, de l'œil, de la bouche, etc., suffit à nous faire comprendre que la personne se moque, est contente, est en colère, etc. Dans beaucoup de maladies neurodégénératives, et notamment dans la maladie de Huntington, cette reconnaissance faciale des émotions va être altérée. La capacité à exprimer ces émotions peut être altérée aussi, et ça va donner des patients qui vont avoir une sorte d'émoussement affectif, qui ne vont pas exprimer grand-chose, qui vont avoir
un visage parfois très impassif, très impassible, et avec parfois des choses surprenantes. Il y a quelqu'un qui a aucune émotion sur le visage et puis tout d'un coup qui se met à rire pour une blague, et puis qui redevient extrêmement inexpressif. Parfois, l'entourage a du mal à comprendre ça. Et ça donne des patients qui s'isolent et qui vont moins s'intéresser aux émotions des autres, moins comprendre les émotions des autres, qui parfois peuvent être décrits comme égoïstes, égocentriques, etc. Ça peut être considéré comme des traits de caractère, alors que c'est vraiment intimement lié à des troubles cognitifs de la cognition sociale. Les troubles de la perception du temps aussi, ça c'est important. Je pense que la maladie de Huntington n'est pas du tout la seule maladie où il y a ce genre de troubles. Chez les patients qui ont une maladie évoluée, le fait de différer dans le temps, ça va être quelque chose d'impossible, voire de très compliqué, voire d'impossible. La notion de plus tard devient extrêmement complexe. Et pour certains patients, quand vous parlez d'un rendez-vous qui a lieu dans 10 jours, pendant 10 jours, l'information va tourner en boucle sous forme de persévération d'idées avec le rendez-vous de dans 10 jours. Parce que dans 10 jours, c'est plus vraiment représentable. Les troubles des fonctions exécutives, on en a parlé. Le trouble du contrôle des impulsions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est à l'origine des accès de colère, de violence, de l'irritabilité. Et puis quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur lequel je vais revenir, qui est l'anosognosie. Alors ça, c'est quelque chose de très important, qui peut être total ou partiel. Et je vais vous en reparler tout à l'heure. Ça concerne la conscience de sa propre maladie et de ses propres troubles. Alors, tous ces troubles cognitifs vont entraîner la perte progressive de la capacité d'adaptation du sujet, et il va falloir que ce soit l'environnement qui s'adapte. La famille, les aidants, l'environnement au sens large, y compris physique et matériel, d'où l'intervention d'ergothérapeutes, c'est que le sujet ne va plus pouvoir s'adapter à certaines situations. D'où l'intérêt de mettre en place, et je pense que c'est aussi valable dans d'autres maladies neurodégénératives, des routines, des schémas de prise en charge, puisque tout changement brutal dans l'environnement du sujet va altérer, va l'angoisser, va entraîner des difficultés terribles. Et donc c'est important de mettre des choses les plus régulières possibles. Il me semblait que je parlais de l'anosognosie, ah oui. J'en parle plus tard, mais je peux vous en parler tout de suite puisque j'ai commencé. Alors, l'anosognosie, c'est la non-perception de ces troubles par un sujet malade. Le terme anosognosique, donc, il a été forgé par un célèbre neurologue français, Joseph Babinski. Pour les médecins, connaissent bien le signe de Babinski sous le pied. Donc, il a été forgé à partir du grec, avec le A privatif, nosos qui renvoie à la maladie, et gnosis à la connaissance. Donc, c'est la non-connaissance de sa maladie. C'est quelque chose qui peut être présent dans des accidents vasculaires cérébraux, dans la maladie d'Alzheimer, dans tout un tas de maladies neurodégénératives et qui est plus ou moins présent dans la maladie de Huntington. Ça va être quelque chose qui va conditionner la prise en charge, la qualité de vie, les relations avec l'entourage de manière très importante, puisqu'un sujet qui n'a absolument pas conscience de ses troubles ne va pas demander d'aide, va refuser les aides, ne va pas comprendre pourquoi on veut l'empêcher de conduire, pourquoi on veut l'empêcher de faire certaines choses, pourquoi on lui prescrit des traitements, pourquoi l'entourage veut des aides à domicile, etc. Donc ça va entraîner des grandes tensions. L'anosognosie aurait une origine plus neurologique que le déni. Souvent, on entend les familles ou les aidants qui disent « Ah, il est dans le déni, il ne reconnaît pas sa maladie ». Le déni, je vous l'ai mis de manière simple, c'est un mécanisme de défense psychique. Ce serait un peu « je sais que je suis malade, mais je n'ai pas envie d'en parler, ou je n'ai pas envie d'y penser, ou je n'ai pas envie de le voir. Mais au fond, je le sais ». L'anosognosie, c'est je ne vois pas du tout, je ne perçois pas. Et c'est absolument terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des patients qui sont très anosognosiques, les patients qui mettent 2 heures à faire 2 mètres, qui bougent dans tous les sens, qui font tomber leur manteau quand ils essaient de l'enlever pour s'asseoir devant vous, qui tombent de leur chaise, qui prennent un truc qu'ils envoient à 2 mètres et qui vous expliquent que pour l'instant, ça va. Alors, la mutation ne s'exprime pas, qu'il n'y a pas de problème et que du coup, les aides, on est bien gentils, mais pour l'instant, ça va. Puis la conduite automobile, il n'y a pas de problème, ils sont extrêmement prudents. Donc souvent, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, c'est l'entourage qui rapporte des choses. Moi, je me souviens d'une patiente, c'était assez tragique, qui était infirmière et qui commençait à avoir des mouvements anormaux très importants. Et c'était les patients et ses collègues qui disaient « Mais là, ça va pas, quand tu fais des prises de sang, tu bouges dans tous les sens, etc. » Mais elle n'en avait pas conscience. Elle disait « Mais on me le dit, mais moi, je ne le perçois pas. Je ne le perçois pas. » Et ce n'est pas vraiment du déni. Il peut y avoir du déni, mais l'anosognosie, c'est quelque chose de plus important.
Alors c'est présent à des degrés divers chez les patients atteints de maladie de Huntington, mais dans beaucoup de maladies, notamment la maladie d'Alzheimer. Alors c'est une des raisons pour laquelle il est très important dans le suivi de ces patients, et là c'est valable pour toutes les maladies neurodégénératives ou toutes les maladies où il y a une anosognosie, d'avoir la présence d'un tiers aux consultations de suivi. Parce que sinon, vous avez simplement la version du patient, qui parfois peut passer 5, 6, 7 consultations à vous dire que tout va bien. Jusqu'au moment où il y a un... Alors vous voyez bien que tout ne va pas bien, mais vous n'avez pas les éléments. Donc vous pouvez avoir des courriers de médecins ou des lettres de la famille, etc. Mais le mieux, c'est quand même quand il y a un tiers qui est présent aux consultations pour nuancer les propos du patient, alors parfois devant lui, mais c'est parfois un peu compliqué, ou parfois en son absence. Moi, je pense qu'il faut toujours, en tout cas, autant que l'élocution du sujet, les capacités cognitives du sujet le permettent, voir le patient seul, même si c'est très long, même si c'est très compliqué. Il faut respecter au maximum l'autonomie et les capacités du sujet. Par contre, à partir d'un certain stade, l'évaluation de l'état du patient ne peut plus se faire seul avec le patient. Sinon, on passe à côté de plein de choses et on ne peut pas adapter la thérapeutique et les prises en charge. Donc c'est vraiment important, quand il y a une anosognosie importante, d'avoir la présence d'un tiers aux consultations de suivi. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose et on ne peut pas faire grand-chose. Alors l'anosognosie peut être absente. Moi j'ai des exemples de patients qui perçoivent depuis le début leur mouvement de manière très, très sensible, très fine. Des patients qui sont conscients de leurs troubles cognitifs. D'ailleurs parfois c'est pour ça qu'ils viennent au dépistage présymptomatique, parce qu'ils sentent que la maladie commence à évoluer. Donc elle peut être quasiment absente, elle peut être partielle, portant sur quelques troubles, ou elle peut être complète. Avec des patients parfois qui savent qu'ils sont porteurs de la mutation, qui disent qu'un jour ils auront la maladie, mais qui ne perçoivent pas que les symptômes sont déjà là. Alors, l'anosognosie, elle peut être parfois contagieuse, et l'entourage, notamment dans une maladie comme la maladie d'Huntington qui évolue très lentement, peut être pris un peu dans l'anosognosie et ne pas percevoir des choses qui évoluent très lentement. Alors, c'est pas vraiment de l'anosognosie, mais il y a quelque chose de contagieux en fait, dans le fait de ne pas voir les symptômes. Elle peut toucher tous les symptômes, elle peut toucher les symptômes moteurs, comme je vous l'expliquais, même quand ils sont vraiment hyper importants et qu'on ne peut pas passer à côté, même quand ils occasionnent des chutes, même quand il y a des objets qui tombent, les sujets ne perçoivent pas parfois, et c'est assez étonnant. Mais aussi les symptômes comportementaux, notamment les accès de colère et de violence. Il y a des patients qui ont des accès brutaux comme ça de colère et de violence et ils n'en ont aucune conscience, ou alors une légère conscience, le fait de s'être un peu emporté, alors que ça a été quelque chose de très violent pour l'entourage, et du coup on ne peut pas reprendre les choses avec eux ensuite, ce qui est très compliqué. Ça peut toucher évidemment aussi les symptômes cognitifs, et de la même manière, il y a des patients qui perçoivent très précocement le fait qu'ils sont plus lents, le fait qu'ils ont du mal à faire certaines choses, etc. Donc c'est très variable, c'est pas systématique, mais par contre, quand l'anosognosie est présente, c'est vraiment un facteur péjoratif de la prise en charge et globalement de l'évolution de la pathologie. Je vous l'ai dit, ça va être une source majeure de conflit avec l'entourage. Et puis, alors, l'anosognosie, on peut l'aborder avec le patient dans une certaine mesure, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de forcer la reconnaissance de la maladie, notamment. Et beaucoup de gens qui disent, oui, mais il ne reconnaît pas qu'il est malade, donc il n'accepte pas les aides. Je pense qu'à un moment, il faut laisser tomber le fait que le patient, il n'acceptera pas sa maladie. Et parfois, essayer de lui faire accepter des aides pour des troubles dont il n'a pas conscience, qu'ils pensent ne pas avoir. Et on arrive parfois à convaincre les patients de prendre un traitement pour des troubles qu'ils n'ont pas, selon eux, ou de mettre en place des choses pour les aider alors qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Bon. Mais c'est pas facile. Je pense qu'il ne faut pas forcer l'anosognosie parce que c'est source de frustration, de tension, de violence. Voilà, donc ça c'était un petit détour par l'anosognosie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la maladie de Huntington, c'est une maladie pour moi neuropsychiatrique. Enfin non, je ne vous le disais pas, mais la question se posait, j'aurais tendance à trancher comme ça, mais c'est mon point de vue. Une grande majorité des sujets atteints de MH, en tout cas, ou leur entourage, auront affaire un jour ou l'autre à la psychiatrie. Que ce soit pour des choses légères ou des choses plus graves. Il y a des formes à symptomatologie initiale uniquement d'allure psychiatrique, avec du coup un retard diagnostique très important, surtout si les antécédents familiaux ne sont pas connus, si la maladie n'est pas connue dans la famille. Même chez les patients avec des formes à prédominance motrice, les troubles du comportement, la gestion de la violence, de l'impulsivité, l'apparition d'un état dépressif vont en général faire intervenir un psychiatre ou parfois un psychologue.
Comme je vous le disais tout à l'heure, le milieu hospitalier spécialisé psychiatrique est le seul où on peut mettre en place des contraintes de soins. Et en même temps, c'est un environnement qui n'est pas du tout adapté aux patients qui souffrent de maladies neurodégénératives, ce qui est un peu compliqué. Alors, l'origine des troubles psychiatriques, 5 minutes, waouh, ça va être chaud. Ouais, bon, ça va essayer de faire vite. L'origine des troubles psychiatriques est multifactorielle. Il y a évidemment la génétique, il y a les conséquences de la destruction neuronale, mais il ne faut pas oublier l'histoire du sujet, le contexte affectif, l'environnement dans lequel il a grandi, puisque la maladie d'Huntington, c'est une maladie neurodégénérative d'origine génétique, donc qui a touché les générations précédentes, qui peut toucher des frères et sœurs et qui peut toucher les enfants. Donc ça, c'est important de le savoir dans la prise en charge. Et les aidants familiaux peuvent aussi être touchés eux-mêmes par la maladie, en plus d'être touchés par la maladie de leurs proches. Avec certaines familles, parfois, qui sont complètement atteintes. On voit des fratries de 5 personnes où les 5 personnes sont atteintes. Donc ça, c'est assez terrible. Je vais essayer de passer vite sur les choses que je vous ai déjà dit. Alors, le diagnostic des troubles psychiatriques, notamment d'un syndrome dépressif, il est rendu très difficile par l'évolution de la maladie, puisque quand on ne peut plus communiquer avec le sujet, que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une certaine apathie, un certain émoussement affectif, c'est très difficile de percevoir les symptômes de la dépression, d'où l'importance des proches. Et là, on va essayer de s'attacher à des changements comportementaux, au discours du sujet quand même, si c'est possible, à un changement dans l'attitude, à des choses perçues de manière parfois intense par les proches, mais il ne va pas toujours y avoir de plainte par le sujet. Alors, quand il y a des troubles psychiatriques, il faut toujours rechercher des événements ou des facteurs déclenchants, notamment quand il y a un épisode dépressif ou quand il y a une angoisse majeure, et puis essayer d'éliminer un problème somatique quand il y a des troubles du comportement très importants. Souvent, on parle de troubles psychiatriques, mais c'est des formes assez atypiques de pathologie psychiatrique ou des troubles du comportement. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, les troubles psychiatriques de l'AMH, ils peuvent recouvrir un peu l'ensemble du domaine psychiatrique, mais le plus fréquent dans la symptomatologie psychiatrique générale, ça va être la dépression, les syndromes dépressifs qui peuvent toucher, là j'avais mis 40% des sujets, mais parfois dans certaines études, c'est bien plus. Il peut y avoir, mais de manière beaucoup plus rare, des troubles psychotiques ou d'allure psychotique, très atypiques, qui ne ressemblent pas forcément à des schizophrénies, mais où il peut y avoir du délire interprétatif, parfois hallucinatoire. Il peut y avoir des troubles obsessionnels compulsifs, mais les vrais troubles obsessionnels compulsifs sont assez rares. C'est plutôt des persévérations, c'est-à-dire des idées qui tournent en boucle, voire des comportements répétitifs, et qui seraient plus liés aux troubles cognitifs, finalement, qu'à... Bon, après, on ne connaît pas encore bien l'étiologie des TOC en psychiatrie, donc c'est difficile de faire la distinction. On peut voir d'autres troubles, la manie, l'angoisse, qui est plus un symptôme qu'un trouble, qui est présent très souvent dans l'évolution de la maladie. Il faut savoir que la dépression, l'angoisse, c'est des choses qui peuvent varier en fonction du stade de la maladie et qui peuvent parfois être... C'est des choses qui peuvent être passagères chez certains patients. Il peut y avoir des angoisses très importantes avec des troubles du comportement, parce que l'angoisse parfois est exprimée de manière très comportementale, avec des cris, des bris d'objets, une agitation. Et ça peut passer à la période suivante sans qu'on sache vraiment ce qui a provoqué ou ce qui a permis l'amélioration. Donc les troubles psychiatriques peuvent être vraiment variables au cours de l'histoire de la maladie. Parfois, ils sont plus présents au début de la maladie, et avec l'évolution des symptômes moteurs, les troubles du comportement sont moins graves à la fin de l'évolution. Ce dont on a parlé tout à l'heure, l'impulsivité, l'irritabilité, les accès de violence dans la maladie d'Huntington, qui sont souvent liés à des situations de frustration ou d'incapacité à faire quelque chose. Et puis bien sûr, une question qui se pose un peu toujours dans les maladies neurodégénératives ou chez tous les patients, c'est la question du suicide et du risque suicidaire. Alors je vais essayer de passer très vite. La dépression, à ne pas confondre avec un petit blues, une petite déprime. La dépression en psychiatrie, c'est vraiment une rupture avec l'état antérieur sur au moins 2 semaines. Alors c'est une convention, mais ce n'est pas une période d'1 jour ou 2 où le sujet va moins bien. C'est un vrai changement avec l'état antérieur, où il y a des symptômes assez variés, mais qui sont présents pendant au moins 2 semaines, voire plus. La tristesse, ce n'est pas le meilleur des symptômes de la dépression, qui n'est pas toujours retrouvé ou exprimé par le patient. Ce qui est plus important, c'est l'anédonie, la perte d'intérêt ou de plaisir pour les choses. L'anédonie, c'est la perte de plaisir à faire des choses. Alors chez des patients très apathiques du fait de la maladie et qui ont déjà une réduction de leurs activités, ça ne va pas toujours être facile.
Mais il y a des patients chez lesquels on voit bien que tout ce qu'ils faisaient encore jusqu'à présent, ils ne le font plus, ils n'ont plus envie de le faire, ils n'ont plus de plaisir. Parfois, ils l'expriment. Le ralentissement psychomoteur, ça va être plus compliqué aussi dans la maladie de Huntington, du fait du ralentissement et de l'apathie liée à la maladie. La fatigue ou perte d'énergie, pareil, ça va être assez compliqué dans la maladie de Huntington, puisqu'il y a souvent cette plainte de fatigue récurrente chez les patients. On va pouvoir étudier la variation de l'appétit et du sommeil, qui peuvent être des bons symptômes de dépression. Quand le patient peut exprimer des sentiments de dévalorisation ou de culpabilité peuvent être présents, des troubles de l'attention ou de la concentration, mais qui sont à nuancer avec les troubles habituels de la maladie de Huntington, et éventuellement des idées suicidaires. Donc, comme vous l'avez compris, le diagnostic de dépression dans une maladie, chez un patient atteint de maladie de Huntington, qui est déjà un peu ralenti, fatigué, parfois qui a du mal à exprimer ses émotions, ça va être assez compliqué. Et on va se baser sur l'interrogatoire du sujet, mais aussi beaucoup sur son comportement, sur le fait qu'il y a une rupture avec un état antérieur et sur l'interrogatoire des proches. Ça, je vais passer rapidement. Retenez en tout cas que les troubles psychotiques, généralement, ou d'allure psychotique, sont assez atypiques par rapport à ce que nous, on a l'habitude de voir en tant que psychiatre et ne répondent pas forcément très bien au traitement. Ça, je vais passer aussi. Fabrice, justement, ouais. je me permets de te couper. On a une question par rapport à ça. Les personnes atteintes de la chorée de Huntington peuvent-elles avoir véritablement des hallucinations auditives, voire visuelles ? Alors, dans mon expérience, oui, ça peut arriver. C'est décrit, c'est assez rare, en fait. C'est assez rare. Il peut y avoir des idées délirantes qui ne sont pas forcément sous-tendues par des hallucinations, c'est-à-dire des perceptions sans objet, mais il peut y avoir des hallucinations, ouais. Auditives, visuelles. Alors, les hallucinations visuelles en psychiatrie, c'est plus rare. Souvent, on recherche plus une cause neurologique, mais là, on est dans le cadre d'une maladie neurologique, ça peut se voir. Mais c'est des choses assez rares, finalement, par rapport aux troubles du comportement, sans troubles délirants, sans hallucinations, à la dépression et aux troubles anxieux. Mais ça peut se voir, c'est assez rare. Donc les troubles anxieux, ça peut être une angoisse permanente, parfois chez certains sujets, qui est assez difficile à exprimer pour eux, pour lesquels on ne retrouve pas de cause, avec une expression très comportementale. Ça peut prédominer le matin, ça peut prédominer le soir, ça peut être lié à certaines situations, ça peut être des crises d'angoisse ou des attaques de panique, donc de manière plus aiguë. Ça peut être isolé, ça peut être associé à une dépression. En tout cas, l'angoisse est souvent une plainte qui revient chez les patients, associée notamment à la fatigue. Il peut y avoir une prise en charge psychothérapeutique de ces angoisses si on est au début de la maladie, que les troubles cognitifs ne sont pas trop importants et que le sujet a une bonne capacité à verbaliser et à élaborer. Mais c'est vrai qu'avec l'évolution de la maladie, on va plus être obligé de s'adosser sur le traitement médicamenteux. Allez, je te pose des questions. Alors, il y en a une autre. Il arrive parfois, je te pose la question telle qu'on l'a reçue, hein. Il arrive parfois, notamment dans les soins de nursing, des gestes envers les professionnels, coups, agrippements, visage de colère. Est-ce intentionnel ou pas ? Car difficulté à interpréter entre geste choréique et intention de refus, pour des personnes très dépendantes sans communication verbale. Alors, c'est compliqué, l'intentionnalité, parce que ça peut être une intentionnalité sur le moment qui est liée au déficit de contrôle. C'est-à-dire qu'on peut tous être en colère pour quelque chose, avoir très envie de rentrer dans la voiture de devant qui ne roule pas vite, avoir envie de taper la personne qui nous énerve. On inhibe ce comportement. On a des zones d'inhibition. Et ça, c'est des choses qui vont être altérées chez les patients en Huntington. Donc, sur le moment, ça peut être intentionnel, mais ça ne va pas forcément être de la méchanceté. C'est vraiment, je pense, neurologique. C'est des déficits de contrôle de certaines choses qui sont humaines. Et alors, il peut y avoir des gestes complètement involontaires, des gestes choréiques, où là, pour le coup, il y a un geste qui part comme ça et ça touche les dents ou la famille. Ça peut arriver. Mais il peut y avoir des troubles du comportement qui vont être un peu intentionnels et en même temps pas vraiment. C'est-à-dire que c'est le sujet qui ne se contrôle plus. Quand il y a une anosognosie, on ne peut pas reprendre ça avec le sujet, mais quand on peut reprendre ça avec les sujets, il y a des sujets qui vivent ça de manière très, très, très douloureuse. Il y a des gens qui n'ont jamais été violents de leur vie et qui se mettent à avoir des épisodes de violence qu'ils ne contrôlent pas, et c'est quelque chose qui est vécu de manière très douloureuse quand ils en ont conscience. Nous rencontrons aussi des difficultés avec le toucher, notamment au moment du nursing, effleurage durant la toilette, habillage, change. Comment les personnes atteintes de chorée ressentent-elles le toucher et comment les accompagner sans cette intrusion ?
Alors, je ne sais pas si je suis le plus compétent pour répondre Oui, à je cette pense que question, c'est plus et des je sais soins. pas si C'était une question. Je pense que c'est très variable selon les sujets. Il y a des sujets qui peuvent accepter l'intrusion dans leur sphère intime, les aides, le toucher. Je pense que Il y a des sujets qui ont beaucoup de mal. Tu as aussi répondu avec le masque Huntington, où les personnes ne reconnaissent pas le visage, enfin, tu vois, les émotions sur le visage. Donc, je pense que ça... Plus la maladie évolue, plus je recommande d'exprimer verbalement les émotions. De dire quand on est en colère, de dire quand on est content, de dire, et pas de penser que le sujet va inférer vos émotions à travers votre grimace, votre sourire. Voilà, on en a une autre. Nous avons aussi des personnes qui dorment énormément. Est-ce dû à la pathologie, somnolence, sommeil profond? Et cela durant la journée. À quel moment peut-on intervenir dans la stimulation? Faut-il les laisser dormir ou somnoler? Oui, ça c'est très important. Alors, c'est très important parce que les patients, comme je vous disais, ils peuvent être apathiques, ils peuvent avoir une grande fatigue, et en même temps, il peut y avoir des troubles du comportement, de l'impulsivité et de l'irritabilité. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un sujet qui va être très apathique, qui tout d'un coup va s'énerver, peut être violent, et va redevenir apathique ensuite. Alors, la question de la stimulation, elle est très complexe. Je pense qu'il faut essayer d'évaluer au mieux les capacités du sujet, respecter l'autonomie du sujet, mais ne pas trop pousser le sujet à faire des choses qu'il ne peut plus faire. Et pour ça, moi, je trouve que les bilans neuropsychologiques sont assez intéressants, mais aussi l'évaluation au jour le jour des aidants, pour savoir ce que le sujet est capable de faire, parce que parfois le sujet peut refuser de faire des choses qu'il est tout à fait capable de faire. Et donc là, il faut probablement stimuler un peu. Et parfois, ça ne sert à rien de mettre le sujet face à des choses qu'il ne peut plus faire. C'est juste une source de violence et de frustration, donc ça, c'est important. Donc, quand stimuler, quand ne pas stimuler, ça va dépendre des sujets et de l'évaluation la plus fine possible qu'on va en faire. L'hypersomnie, elle est souvent décrite. Il y a des patients certains patients ont des troubles du rythme veille-sommeil, donc ils vont se coucher très tard, ils vont dormir très tard le matin, ils vont faire une énorme sieste. D'autres dorment beaucoup, enfin j'ai beaucoup de patients qui dorment énormément et qui décrivent une grande fatigue pour tout. La somnolence est quand même très présente. Ouais, tous les actes de la vie quotidienne vont nécessiter une attention accrue par rapport à d'habitude et vont entraîner une fatigue importante, d'où le fait de limiter au maximum les temps d'interaction notamment. Parfois stimuler le patient, c'est pas forcément dans son intérêt. Il y a des patients qui se contentent très bien d'une réduction de leur activité. C'est plus la famille et l'entourage qui a envie qu'ils fassent des choses parce qu'ils se disent il doit s'ennuyer, le pauvre, ça doit être terrible. Et en fait, les sujets, ils préfèrent faire moins de choses parce que c'est une source d'angoisse. Dernière question, concernant la démence vasculaire, il y a une personne qui suite à un AVC, concernant la démence vasculaire, elle a fait suite à un AVC. Dans ces cas, la démence peut-elle intervenir sur un sujet relativement jeune? C'est une question qu'on a eue ce matin. Je la pose telle que je l'ai reçue. Oui, alors là, il peut y avoir des démences, c'est-à-dire des altérations majeures des fonctions cognitives chez des sujets jeunes. Ça peut se voir en cas de démence vasculaire, en cas d'accident vasculaire cérébral, si ça touche certaines zones. Ça peut se voir dans les démences frontotemporales, ça peut se voir dans certaines maladies neurogénétiques, ça peut se voir dans des formes de maladies d'Alzheimer génétique. Donc oui, il peut y avoir des démences chez des sujets jeunes, ce qui complique la prise en charge parce que autant déjà les sujets déments âgés, il y a quand même des structures, mais où il n'y a pas beaucoup de place, qui sont parfois difficiles d'accès. Les sujets qui ont une démence et des troubles du comportement importants jeunes, alors là, c'est très compliqué dans la prise en charge, notamment pour trouver des institutions qui soient adaptées et qui les accueillent. Merci. Moi, j'avais une petite question au niveau de la sensation. Là. Ah oui. Au niveau de la sensation chaud-froid ou même de la douleur quand il y a des chutes ou des choses comme ça, est-ce qu'il peut y avoir... Alors, en tant que psychiatre, je ne suis pas le mieux placé. C'est plus une question de neurologue. Là, je fais mon psychiatre. C'est un truc organique. Mais par contre, effectivement, c'est décrit. Il peut y avoir, en plus des 3 grands groupes de syndromes dont je vous ai parlé, moteur, cognitif, psychiatrique, il peut y avoir tout un tas d'altérations, notamment de la perception, de la douleur, du chaud-froid, de la sensibilité fine, il peut y avoir des atteintes vésicales, il peut y avoir des troubles sexuels, il y a tout un tas de choses dont je n'ai pas parlé parce que je voulais aller vite. Et c'est valable dans les autres maladies neurodégénératives. Il y a des choses qu'on ne connaît pas bien. Il y a probablement des choses, c'est sûr, il y a des choses qui sont variables selon les sujets. On ne peut pas dire dans telle maladie il y a tel symptôme. D'ailleurs, la maladie d'Huntington, c'est un bon exemple. Il y a vraiment des formes très variées de maladie d'Huntington selon probablement les altérations et la perte neuronale qui touche plus ou moins certaines fonctions. D'accord, merci. Et même au sein d'une même famille.
Les formes sont assez différentes. Au sein d'une même famille, il peut y avoir des patients qui ont des troubles du comportement très importants et d'autres pas du tout. Ça peut être très varié. Je vais juste me permettre d'intervenir par rapport à ça. On a accompagné des fois des personnes qui fumaient plus, et du coup la cigarette tombait sur la cuisse, leur faisait, pour nous, extrêmement mal, et la personne ne ressentait absolument pas la douleur. Voilà. Et au niveau du chaud et froid, il faut aussi faire attention parce qu'on a par exemple des personnes avec les plaques à induction, les choses comme ça, qui mettent la main sur la plaque et qui se brûlent et ils ne se rendent absolument pas compte. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être présent et de manière assez précoce dans la maladie. Et je pense dans d'autres maladies neurodégénératives, je pense, probablement. Oui, parce que nous, la personne qu'on suit a fait énormément de grosses chutes assez importantes et elle se relevait comme si de rien n'était, quoi. Voilà. Puis même au niveau des repas, effectivement, entre le chaud et le froid, on voyait bien que ça ne correspondait pas forcément. Ouais. Alors je pense que j'ai déjà dépassé, mon temps est écoulé. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je pense qu'on va laisser place aux questions. La question du suicide. Alors le risque suicidaire, c'est important, il est beaucoup plus élevé dans la population de patients atteints de la maladie de Huntington que dans la population générale. Chose assez intéressante, le risque suicidaire est aussi plus élevé chez les aidants des patients atteints de maladie de Huntington, chez les familles non atteintes par la mutation. Les membres de la famille qui ne sont pas atteints par la mutation et par la maladie sont touchés quand même par la maladie. Et je pense que ça, c'est aussi valable dans d'autres maladies. C'est-à-dire que le fait d'être proche d'un patient atteint d'une maladie chronique neurodégénérative, ça augmente le risque suicidaire et le risque psychiatrique de dépression, d'angoisse, etc. Alors, la question du suicide dans la maladie de Huntington est probablement liée à deux facteurs dont on a parlé, la plus grande fréquence de la dépression et la plus grande impulsivité. L'impulsivité dans le passage à l'acte suicidaire, c'est très important, c'est probablement une des causes de la surmortalité masculine par suicide, enfin par tentative de suicide qui aboutissent à des suicides. Et dans la maladie de Huntington, c'est probablement un facteur très important. Il y a des raptus suicidaires, c'est-à-dire des passages à l'acte qu'on ne pouvait pas prévoir dans des moments où le sujet n'est pas tellement mal, n'exprime pas d'idées suicidaires. Il y a des moments où on sait que le sujet est à risque, c'est des périodes compliquées, il y a de l'angoisse, il y a une dépression sévère, il y a des troubles du comportement. Donc là, le risque suicidaire, il faut l'évaluer régulièrement et le surveiller. Par contre, il y a des passages à actes suicidaires, parfois très impulsifs, dans des moments où on ne s'y attend pas beaucoup, probablement sous l'effet d'un événement, d'une nouvelle, de quelque chose qui a perturbé le sujet. En tout cas, il faut évaluer, et je pense que c'est valable pour toutes les maladies neurodégénératives, assez systématiquement la question des idées suicidaires ou du risque suicidaire, ce qui devient très compliqué quand le sujet a des gros troubles cognitifs et ne peut plus communiquer. Bonjour, moi j'aurais une question. Du coup, ce sera la dernière question, Fabrice, on sera obligé de te... Ah, pardon. J'ai une question, excusez-moi. On peut en prendre encore une ou pas ? Oui, il n'y a pas de souci. On a le quart d'heure lyonnais. D'accord. Claire Evenchik, je suis neurologue, merci beaucoup. Moi j'ai des questions de pharmacologie du coup. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aborder la prise en charge pharmacologique. Est-ce que dans votre expérience, il y a certains antipsychotiques ou antidépresseurs que vous avez un petit peu blacklistés par rapport aux patients, notamment Huntington, sur des expériences moi que j'ai eues où finalement j'ai eu l'impression que l'aripiprazole ou l'Effexor, des molécules un peu boostantes, avaient tendance à favoriser l'agitation en fait des patients ou l'hypersexualité. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'expérience ? Alors, comme je suis un jeune psychiatre quand même, j'ai tendance à blacklister tous les antipsychotiques de première génération, les aldols, etc. Donc j'utilise plutôt des antipsychotiques de seconde génération. C'est aussi la pratique des neurologues avec lesquels on travaille, donc plutôt olanzapine, risperidone, etc. L'aripiprazole, Abilify, ça dépend. Il y a certaines fois des résultats plutôt assez intéressants, parfois, mais comme on fait avec les schizophrènes, et parfois effectivement j'ai la même impression. L'impression que ça booste et que ça excite. Ouais. L'Effexor, c'est un peu pareil. Ouais. Parfois, c'est très efficace. Parfois, on a l'impression que les effets secondaires sont prédominants. Globalement, les antipsychotiques, ça va être plus les antipsychotiques de seconde génération classiques. Parfois, les formes retard injectables qui peuvent être intéressantes. Parfois, la clozapine. Et j'ai des exemples de patients où c'est vraiment très impressionnant, la clozapine. J'ai une patiente, notamment, si elle oublie sa clozapine pendant 4-5 jours, elle se remet à délirer, elle bouge dans tous les sens. On remet la clozapine, en une semaine, elle ne délire plus, elle revient un peu dans la relation à l'autre, et les mouvements, c'est hyper impressionnant. Et sur les troubles
très frontaux. Moi, c'est ceux-là que j'ai le plus de mal à gérer, c'est-à-dire les patients qui sont totalement désinhibés, qui font caca par terre dans la maison, etc. Des troubles comme ça, est-ce que vous avez des petites recettes ? Alors, moi, je les vois en consultation, les patients, donc je vois quand même plutôt des patients qui sont pas complètement grabataires et qui n'ont pas des troubles du comportement à ce point-là. C'est plutôt des patients qui sont encore en capacité de communiquer, de venir en consultation seul ou avec des proches. Donc, je n'ai pas de recette miracle. En gros, le problème avec la maladie de Huntington, mais c'est aussi le cas dans d'autres maladies neurodégénératives, c'est que les traitements qui vont apaiser le patient, c'est souvent des traitements sédatifs, donc qui vont altérer la vigilance, qui vont augmenter le risque de chute, qui peuvent avoir des effets secondaires. Et donc, on est sans arrêt en train de peser la balance bénéfice-risque entre plus de sédation, moins de sédation. Plus de sédation, il y aura moins de troubles du comportement, mais le patient sera moins présent, et moins de sédation, il y aura plus de troubles du comportement, mais le patient sera plus présent. Après, pour des choses extrêmes comme ça, non, j'ai pas de recette miracle. Merci. Au niveau pharmacologique, on utilise vraiment tous les psychotropes qui existent, mais à part la xénazine, la tétrabénazine, vraiment pour les mouvements anormaux, il n'y a aucun traitement spécifique de la maladie de Huntington. Et notamment, il n'y a aucun traitement spécifique des troubles des troubles du comportement très impulsifs comme ça, chez des sujets qui par ailleurs peuvent être apathiques. Et si on met en place des traitements sédatifs, ça va être sédatif un peu tout le temps, ce qui est assez complexe. Bien, on te remercie Fabrice. C'est toujours la même chose, on peut en parler. On peut en parler des heures et c'est très intéressant. Mais bon. Le prochain colloque, on fera à 2 heures sur la psychiatrie, tellement c'est intéressant.